Monsieur le Président, cher Patrick Bernasconi, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la maire du 16e arrondissement, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, cher Patrick Gérard, directeur de l'École nationale d'administration, Mesdames et Messieurs, chers camarades. Merci, cher Patrick, de nous accueillir dans ce lieu consacré au dialogue apaisé et constructif de la société civile organisée. Par un concours de circonstances assez peu prévisibles, comme vous l'avez rappelé, le CESE et l'ENA vivent des destins parallèles et se suivent depuis leur naissance ou leur renaissance et jusqu'à aujourd'hui. Le CESE, comme l'ENA, sont des emblèmes du renouveau républicain après-guerre, vous l'avez rappelé, des outils symboliques et pratiques de la reconstruction de notre pays après des heures sombres. Ils demeurent aujourd'hui les piliers d'une république sociale et méritocratique qui fait encore et toujours la France, du moins on l'espère. Ces deux institutions sont également l'une et l'autre, comme vous l'avez souligné, prises dans le maelstrom d'une transformation, mot totem nouveau, mais transformation qui pourrait tout emporter, y compris le nom même de ces illustres établissements. Je m'en tiendrai dans mon propos à l'avenir incertain de l'ENA, bien que celui du CESE m'intéresse également en tant que membre de cette Assemblée, mais c'est un autre sujet. Que les besoins de l'État évoluent, que les compétences requises changent, que les comportements adéquats doivent se renouveler, quoi de plus normal? Rien de nouveau sous le soleil à ce titre. Mais tout ceci expliquerait la refonte de la sélection et de la formation des hauts fonctionnaires du XXIe siècle, soit subitement devenue, je dirais, une priorité urgente, et vous m'excuserez pour cette redondance. Soit dit en passant, on pourrait aussi avoir le sentiment que l'urgence du moment est ailleurs. Mais ce jugement n'engage que moi. Faut-il pour autant sacrifier l'ENA pour réussir cette transformation? On aurait pu penser le contraire, motif des trois mots qui forment le sigle de notre institution et qui sont un motif de fierté. École. École qui veut dire lieu d'apprentissage et lieu de l'instruction. Nationale, ce qui veut dire au service de tous, car la nation rassemble tous les citoyens sans distinction particulière. Administration, enfin, un mot qui pour moi garde toute sa force et que je préfère, et de loin, à l'anglicisme de management. À ce propos, l'ENA passerait-elle dans quelques mois le cap des 75 ans si elle n'avait pas relevé avec succès les si nombreux défis auxquels elle a été confrontée au service de la France? D'où vient donc l'urgence soudaine de la refondre comme si elle devait être rangée au magasin des accessoires inutiles? Sur quel constat la volonté de supprimer éventuellement l'ENA repose-t-elle? Même si personne n'a jusqu'ici été en mesure de l'énoncer, prenons donc ensemble quelques instants pour recenser et reconstituer les supposés chefs d'accusation. L'ENA ne remplirait plus son rôle et d'ailleurs ne serait pas suffisamment attractive. Mais alors, comment expliquer qu'elle n'a jamais eu autant de candidats inscrits à son dernier concours? Et que dire de la mise en place d'un 4e concours qui est venu enrichir le profil et les compétences des promotions auxquelles plus de 200 candidats se sont inscrits? L'ENA serait une école où l'on n'apprend rien. Désolé, monsieur le directeur, mais cela, je l'ai lu. Mais sait-on à ce propos que l'école s'est engagée dans un processus de profond renouvellement de ses enseignements, en les centrant non plus sur la maîtrise de savoirs académiques, mais sur la maîtrise de compétences opérationnelles relatives à la démographie et au territoire, à la transition écologique, au couple liberté et sécurité, à la gouvernance de l'État? Tel est d'ailleurs le programme de la promotion qui vient d'entrer en scolarité. Ne faudrait-il pas laisser cette transformation se mettre en place et lui donner le temps de montrer sa pertinence? J'entends aussi que l'ENA entretiendrait les inégalités sociales et d'origine. Mais sait-on que 33% de la promotion entrante à l'école cette année est composée d'anciens boursiers, un record, et que 55% d'entre eux sont d'origine provinciale? Bravo
pour le parisianisme que l'on dénonce régulièrement. J'entends dire aussi que les énarques n'auraient pas suffisamment le sens de l'État ni le sens de l'intérêt général, préférant vendre leurs compétences au secteur privé. Sans qu'ils soient évidemment indignes de servir le monde des entreprises, loin de là, et j'en sais quelque chose, moi qui travaille dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, sait-on que 92% des hauts fonctionnaires issus de l'ENA restent hauts fonctionnaires toute leur vie. Vous voyez, je cherche, mais je ne trouve pas. Alors, allons un peu plus avant. Les énarques manqueraient-ils d'intégrité? On a au contraire le sentiment que les hauts fonctionnaires font preuve d'une très grande exemplarité. Dans un monde où les conflits d'intérêts, les abus, les infractions de toutes sortes à la déontologie sont devenus quotidiens, je ne sache pas que les hauts fonctionnaires aient manqué à leurs obligations. Pas de mise en examen qui défraie la chronique, et les dernières affaires qui ternissent l'image du monde politique ne sont pas le fait d'énarques. Certains auteurs ont beau pointer du doigt des intouchables ou des voraces, les incriminations ne dépassent pas l'épaisseur du trait, même si elles doivent être regardées, le cas échéant, sans complaisance. Beau succès néanmoins, car je rappelle qu'il y a plus de 4000 énarques en activité. Vous le voyez, je désespère de trouver une raison valable à la tentation du chamboulement qui pourrait se dessiner. Mais ça y est, je crois unir l'ultima ratio de l'accusation. L'ENA formerait des hauts fonctionnaires incompétents. Mais alors, comment se fait-il que la qualité de la haute fonction publique française soit partout reconnue dans le monde, comme l'attestent les quelques 4000 anciens élèves étrangers présents sur tous les continents? Nous méconnaissons et sous-estimons le plus souvent le prestige de l'ENA à l'étranger, alors que nous devrions en faire un instrument au contraire de rayonnement. Il y a de nombreuses écoles d'administration de par le monde pour lesquelles l'ENA française est la mère du modèle administratif français. Prenons un exemple. L'Égypte cherche à créer une école nationale d'administration sur le modèle français, mais elle le fait parce qu'elle y voit une voie d'excellence, à moins que ce ne soit pur masochisme, mais je ne le crois pas. On entend enfin souvent parler d'une haute fonction publique qui serait enfermée dans sa tour d'ivoire et qui serait dominatrice. Mais les préfets, les recteurs, les ambassadeurs, les magistrats administratifs et financiers qui souvent ont fait l'ENA occupent leurs fonctions au service de l'intérêt général sans esprit de complaisance jusqu'à preuve du contraire. Les administrateurs qui ont piloté le prélèvement à la source ou le dédoublement des classes dans le primaire, pour ne citer que ces deux exemples, ont montré leur efficacité et leur capacité à changer la vie des citoyens quand les consignes sont claires. Décidément, on a beau chercher, l'ENA ressemble étrangement à un coupable aux mains propres. Alors, faudrait-il la supprimer parce que les dieux ont soif? Pardon, parce que le peuple demande sa tête? Vit-on à ce point un temps déraisonnable qu'on en soit réduit à chercher des boucs émissaires quand on veut réformer? Ce serait en tout cas une erreur de penser que les élites retrouveront par ces choix le chemin du cœur des citoyens. À ce propos, dans le cadre du grand débat national qui a suivi le mouvement des Gilets jaunes, la demande de suppression de l'ENA est demeurée de très loin marginale, par comparaison avec le cri de celles et ceux qui déclarent devoir exercer 2 boulots pour faire face aux fins de mois et qui ont le sentiment d'être victimes de diverses injustices qui ne cessent de s'accumuler. Mais alors, me direz-vous, tout va bien et il ne faut rien changer? Bien sûr que non. Et les anciens élèves de l'ENA doivent prendre leur part au travail de réconciliation des Français avec leur pays si l'on veut que la contestation ambiante ne se transforme pas en une forme d'insurrection. Quels doivent être les principaux axes du changement? Les enfants issus de milieux modestes, tout comme ceux issus de milieux ruraux, doivent être plus nombreux à réussir le concours de l'ENA. La solution existe. L'ENA a montré la voie. Non pas celle de la discrimination positive, véritable miroir aux alouettes, mais celle des classes préparatoires intégrées, qui se fondent sur l'exigence méritocratique. Et je souligne ou rappelle que l'ENA en a ouvert une seconde cette année,
Mais nous savons qu'il en faudrait beaucoup plus, à condition que l'État prenne ses responsabilités en ce domaine. Je voudrais, en cette occasion, en profiter pour saluer les associations présentes ce soir qui œuvrent au quotidien à renverser les barrières invisibles qui cloisonnent notre société et se mobilisent dans les quartiers, dans les territoires ruraux, au service de l'excellence méritocratique. Nous sommes là, nous, anciens élèves, pour les aider et leur faciliter la tâche. Les concours de la fonction publique ont aussi vocation à être une voie de promotion pour les fonctionnaires les plus méritants. Mais il est à craindre que le concours interne ne soit devenu aujourd'hui un concours repoussoir. Et que dire du troisième concours, qui s'étiole lentement, mais sûrement, dans un silence coupable? Faut-il attendre qu'il n'y ait plus de candidats pour réagir? Ces situations ne sont ni sérieuses ni tolérables. Les femmes sont également encore trop peu nombreuses, même si l'ENA fut dès l'origine une école mixte. Elles sont un peu moins de 40% aujourd'hui à se présenter et à réussir le concours. Mais l'ENA, encore une fois, a montré la voie en envoyant ses stagiaires dans les contrées de notre pays coupées des bienfaits de la mondialisation pour briser le plafond de verre qui nous sépare les uns des autres. Cette pédagogie citoyenne est indispensable. Dans un monde, par ailleurs, où le service de l'État se banalise et devient, comme on dirait, un job comme un autre, dans un monde où l'on s'apprête à dérouler le tapis rouge à des contractuels, quand le service de l'État fut longtemps un métier de vocation, il est encore plus essentiel d'entretenir en permanence l'attractivité de l'ENA pour attirer les meilleurs. Et à ce titre, il faut savoir, et ça tombe bien, affronter la question du classement de sortie avec objectivité et sérénité. Le classement de sortie est un élément d'attractivité pour l'École nationale d'administration. Il n'est pas raisonnable de vouloir à tout prix céder à la mode éphémère de la suppression d'un tel classement, car comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, cette solution, à terme, ouvrira la voie à une nouvelle forme de népotisme et à une forme d'entre-soi contre lesquels l'ENA a justement été construite. Et ce serait, de mon point de vue, un grave recul. Le classement, c'est un peu comme la démocratie. C'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est d'ailleurs moins le classement que la manière dont il est construit qui est problématique. Là encore, faisons confiance à l'ENA. Le reformatage engagé des enseignements appellera, sous une forme ou sous une autre, à terme, une refonte des épreuves de classement et qui changeront la physionomie même de ce classement. Trop de concours périphériques sont venus également miner la légitimité de l'ENA à former les futurs hauts fonctionnaires et réduire les promotions à la portion congrue. Il faut avoir le courage de redonner à l'école la surface qu'elle n'aurait jamais dû perdre en matière de recrutement et en finir avec des promotions croupions. Au-delà des questions qui ont trait à l'école elle-même, il existe d'autres enjeux, d'autant plus essentiels qu'ils sont le maillon faible de l'administration et sur lesquels il y a un consensus. Je veux parler de la gestion et du déroulement des carrières. C'est en prenant à bras-le-corps cette dimension qu'on fera reculer les rentes de situation, contraires évidemment à l'esprit républicain de nos institutions. Vous l'aurez compris, chers camarades, l'ENA n'est pas le problème, elle est la solution à la transformation envisagée de la haute fonction publique. Penser différemment nous entraînera, de mon point de vue, dans une régression fatale à notre pays. Et c'est dans cet esprit que l'association s'est mobilisée jusqu'à aujourd'hui. Nous remercions Frédéric Thirier, qui nous a longuement reçus et qui nous a écoutés dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Nous verrons dans quelques jours maintenant s'il nous a entendus. Mais c'est de toute façon sur la base des principes que je viens de rappeler que nous devons continuer de nous mobiliser. L'ENA, et je l'ai déjà dit, l'association des anciens élèves de l'ENA, comme je l'ai déjà dit, n'est pas propriétaire de l'école et n'a pas de droit à faire valoir. Simplement, elle revendique une légitimité fondée sur des convictions qui ne sont pas négociables et sur une expérience qui est le fruit de la transmission qui relie les générations d'anciens élèves à travers le temps et l'espace. C'est le contraire d'une posture hors sol.
Et ma pensée, en ces instants, va vers celles et ceux qui, décennie après décennie, ont un jour décidé de tenter l'aventure de l'ENA. Et rappelons-nous que parmi les premiers d'entre eux figuraient des résistants qui n'ont pas fait l'ENA pour qu'on la banalise en une école de management public, sauf à vouloir définitivement effacer jusqu'au souvenir de leur nom. Je voudrais également rendre hommage au directeur de l'ENA, Patrick Gérard, ici présent. Depuis plus de 2 ans, vous travaillez, cher Patrick, à transformer l'école avec ténacité et vision, et c'est là l'essentiel. Puissiez-vous pouvoir poursuivre votre mission en toute sérénité. C'est un vœu largement partagé, comme vous l'avez compris. J'arrive au terme de mon propos et en conclusion, je rappellerai que vous pouvez compter sur l'engagement de l'association dans le droit fil des principes que j'ai précisés au début de la prochaine mandature qui va s'ouvrir. J'en profite pour rappeler que nous aurons un renouvellement de notre conseil d'administration le 6 février prochain. Prenez part nombreux au vote. C'est le meilleur moyen de soutenir notre action. À travers l'association, vous manifestez votre attachement à l'école et c'est comme ça qu'on fera reculer l'ENA-bashing. L'association a connu des turbulences dans un passé encore récent dans les esprits. Tout ceci est derrière nous, désormais. Et nos résultats en 2019 en seront le parfait témoignage. Ils seront meilleurs encore que ceux de 2018. Nous aurons donc les moyens, aux côtés de l'école, d'affirmer nos convictions. Monsieur le Président, cher Patrick, chers camarades, par ces quelques mots, je voulais un peu vous indiquer le cap qui sera le nôtre dans les semaines et les mois à venir. J'espère que nous serons nombreux et solidaires dans ces actions, mais je n'en doute pas. Je vous remercie très chaleureusement de votre attention et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée.